Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Pierre-Alexandre Fabre, préparateur physique du Paris Basketball. On a réalisé un épisode très intéressant. Mais avant de vous laisser sur le début de l'épisode, je voulais juste placer un petit mot. Pour cette nouvelle saison qui arrive, j'ai lancé des accompagnements en préparation physique. Donc, si vous êtes sportif ou si vous connaissez des sportifs qui sont à la recherche d'un accompagnement, ben voilà, j'ai mis en place des services de préparation physique. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par rapport à ça. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette toute petite annonce. Je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Salut Pierre-Alexandre. Bonjour Johan, merci de m'avoir contacté pour ton podcast sur la prépa physique et sur, on va dire, la performance sportive. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Pierre-Alexandre Fabre. Je suis préparateur physique du Paris Basketball depuis la création du club. Donc, depuis 2018, en fait, j'ai été le premier préparateur physique au sein du club quand il a été repris par David Kahn. De 2018 à 2024, j'ai été essentiellement que sur le groupe professionnel. Et depuis l'année dernière, je suis passé des garçons. David Kahn a racheté un club féminin du Paris Basket. Donc maintenant, il y a une section féminine au Paris Basketball et j'ai repris aussi en main le centre de formation. Et donc l'année dernière, j'ai eu l'équipe féminine et le centre de formation. Et cette année, j'ai re-signé aussi sur l'équipe féminine et le centre de formation. Voilà, donc sinon, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, une petite fille de 4 ans et un grand de 11 ans. J'ai eu un parcours pour être préparateur physique assez basique, disons tracé. J'ai fait un baccalauréat scientifique. Ensuite, je suis rentré directement en STAPS. Donc en STAPS, j'étais à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Donc j'ai fait mes 2 premières années là-bas. J'ai commencé par une licence éducation motricité. Ensuite, en 3e année, je suis parti en Erasmus à l'université de Malte. Et en fait, à l'université de Malte, c'est la première. En fait, depuis des années, j'étais intéressé pour m'améliorer en anglais et avoir aussi une très grosse ouverture d'esprit sur les différents pays, sur la préparation physique. Et ça a été l'occasion puisque moi, je viens du basket. Donc, j'ai été joueur de basket. J'étais en championnat de France, U15 France. Ensuite, j'ai fait un lycée où j'avais la possibilité aussi de continuer en cadet France, etc. À côté de Toulouse. Et ensuite, ben, j'ai toujours aimé le basket, j'ai toujours aimé le sport. J'ai fait plein de sports différents, mais le basket principalement. Et clairement, STAPS, c'était, on va dire, une voie logique pour débuter. Au départ, je savais pas. Il y a toujours eu l'enseignement qui m'a plu, la pédagogie, l'enseignement, etc. Donc, je m'étais plutôt orienté pour être professeur de PS. Et en fait, en 3e année, ça a beaucoup changé. Déjà, en première et 2e année, j'ai eu un prof en musculation qui a été super à l'université. Et donc là aussi, ça m'a donné peut-être un peu l'envie d'allier en fait le sport, le basket et la prépa physique. Et ensuite, quand je suis arrivé en Erasmus à l'étranger, en fait, à l'étranger, ça se passe pas comme en France. L'université, c'est kinésiologie du sport, c'est sports training, sport science. Et en gros, en STAPS à l'étranger, il n'y a pas de distinction entre éducation motricité, entraînement sportif, activité physique adaptée ou management du sport. Tout est englobé. Et donc, tu finis en fait avec un bachelor en sport science. Et donc, c'est ce que j'ai fait moi à Malte. Et à Malte, en fait, c'est un tout petit pays. Et en fait, la faculté des sports était au même endroit que le comité olympique. Et en gros, ça te donne envie tout de suite en fait de voir le très haut niveau. Même si moi, j'ai pas été un sportif de très haut niveau, tout de suite, ça te donne une facilité pour être au contact d'entraîneurs nationaux. Et c'est vrai que là-dessus, ça m'a donné envie. J'ai joué à Malte en pro là-bas, qui est à peu près la nationale 3 en basket française. Et donc, ça a été super. J'ai rencontré pas mal d'étudiants étrangers qui étaient dans des universités américaines, des universités anglaises, qui sont devenus aussi, qui travaillent aussi dans le sport de haut niveau maintenant. Et donc, naturellement, quand je suis revenu en Master 1,
En Master 1, je me suis réorienté sur de l'entraînement sportif. Et ensuite, en fin de Master 1, j'étais avec la Ligue régionale de Midi-Pyrénées au basket, donc sur les sélections régions, etc., en tant que stagiaire, entraîneur. Et derrière, ben, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur de basket. J'ai passé, j'ai passé aussi différentes, on va dire, internships, donc différents stages à l'étranger. Donc, je suis parti aussi à San Diego State University pour faire un stage. Et au final, quand je suis rentré en fait en France, j'étais en Master 2. Et en Master 2, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Monpeau, qui était entraîneur de l'équipe de France de culturisme. Et il m'a proposé de faire son stage en fait au Battling Club à Paris et aussi avec l'équipe de France de culturisme. Et ça, c'était en 2010, donc 2009-2010. Et en fait, à partir de 2010 jusqu'à 2012, j'étais avec l'équipe de France de culturisme parce que quand j'ai fait mon stage de Master 2 en préparation à performance, l'équipe de France est devenue championne d'Europe. Et donc après, il y avait les championnats du monde. Et comme je parlais anglais couramment, bah, ça a donné une vraie plus-value pour pouvoir continuer dans un staff de performance. Et même si le culturisme n'était pas du tout mon sport, bah, je trouvais que c'était un complément extraordinaire sur le développement musculaire, sur les techniques de développement musculaire bah, pour les sports collectifs. Et objectivement, ben, grâce à ces 3 ans en fait avec Fred Monpeau, ben, ça m'a permis d'être un meilleur préparateur physique parce que je pense que l'essence même de la préparation physique, c'est l'haltérophilie et le développement musculaire et la musculation. Et clairement, ben, ça m'a donné des atouts pour le basket. Et donc ensuite, ben, quand j'ai fini mon master 2, je suis resté à Paris. J'ai rencontré Gaëtan Le Brigand à la Fédération française de basket, qui avait un club, et cherchait un club en fait dans la région parisienne. Et dans la région parisienne, j'ai intégré Alfortville. À Alfortville, c'était en 2011. Et donc j'ai commencé en National 2, puis après National 3 en masculin. Ensuite, j'ai eu différents clubs franciliens, donc que ça soit Sceaux, Vanves, Franconville, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et en 2015, j'ai eu la chance d'avoir l'équipe nationale du Nigeria en basket. Donc là aussi, ça m'a permis de côtoyer des joueurs NBA. Ça m'a permis de côtoyer un staff NBA. Ils ont été champions d'Afrique. Donc j'ai été champion d'Afrique des Nations en 2015. Et ensuite, en 2018, Jean-Christophe Prat, par l'intermédiaire de Noam Rudman, bah, m'ont proposé d'intégrer le staff performance du Paris Basketball qui est arrivé en deuxième division. Voilà. Et donc, depuis 2018, ensuite, ben, ça a enchaîné. 2021, on est monté en Betclic Elite. 2022, ça a été un nouveau coach et c'était la première année en Eurocup. 2022, début 2022, on va dire plutôt octobre-novembre, j'ai l'équipe nationale chinoise par l'intermédiaire de Gaëtan Le Brigand. Donc, la première personne qui m'a fait rentrer dans le basket francilien, qui m'a permis, en fait, d'être proposé pour l'équipe nationale olympique de 3 contre 3 féminine. Et comme j'avais la double casquette où je connaissais à la fois le 3-3, puisque j'avais lancé le Paris 3-3 en 2018 avant d'intégrer le Paris Basketball avec des joueurs professionnels. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler 4 ans avec Jean-Christophe Prat, de travailler aussi avec un collègue qui s'appelait Johan Ngamen, qui était aussi des sports de combat, donc qui était un préparateur physique où on était en binôme. Et donc, on a progressé, on est monté en fait avec le club du Paris Basketball, étape par étape. Ensuite, l'expérience chinoise, un énorme pays, un continent à entraîner pour les Jeux Olympiques. 2023, ils ont fini première équipe à la course, donc à la race, pour pouvoir être qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris. Ensuite, il y a eu les JO de Paris. Ils ont perdu en quart de finale, les féminines. Et en même temps, quand je suis revenu en 2024, après les Jeux d'Asie que j'ai gagnés, j'ai intégré le staff de Tuomas Isalo, qui était venu avec un directeur de la performance, Adri Medina. Et donc, ça a été un peu chamboulé parce que on va dire que le club s'est encore plus professionnalisé pendant que j'étais en Chine. Et donc, avec Tuomas, ils sont venus avec, on va dire, des nouveaux postes, directeur de la performance, d'autres assistants
skills trainer, etc., un ostéopathe. Donc, en gros, ça a augmenté en fait encore le staff sportif et le staff performant. Et donc, forcément, ça s'est structuré. Et comme dans le sport de haut niveau, il y a des changements. Mais naturellement, le club m'a proposé d'aller chez les féminines après l'expérience chinoise. Et c'est vrai que ça, c'était super intéressant. Donc voilà un petit peu de 2010 à 2025, mon parcours en tant que préparateur physique, sachant qu'entre-temps, il y a toujours eu des athlètes. J'ai pu entraîner des athlètes en snowboard, des athlètes en rugby, des athlètes au foot. Donc, même si mon cœur de métier reste le basketball et la préparation physique en basket, forcément, on a toujours des athlètes qui viennent vous demander des conseils, de venir faire des préparations physiques spécifiques. Et sachant qu'avec un master préparation à la performance, on est très ouvert à tous les sports. Donc en STAPS, c'est quand même ça l'avantage, c'est qu'on a cette ouverture d'esprit sur différents sports et après on choisit celui où on se sent le plus légitime. Et le basketball était celui où j'étais le plus légitime. Ok, parcours très intéressant avec beaucoup d'informations, beaucoup de choses, pardon. Je vais revenir sur une toute première information que tu as dit au début de ta présentation. Tu as dit que le club de basket là, dans lequel tu travailles actuellement, il date de 2018. Pourquoi c'est un club aussi récent dans une grande ville où il y a plein de clubs pro? C'est une question que je me pose. Alors c'est assez. On va revenir à l'histoire. Au départ, le Paris Basketball, l'entité que vous connaissez maintenant, que tout le monde connaît après avoir été champion de France l'année dernière, en fait, c'était un club à Paris. Il n'y avait pas de club entre 2016 et 2018. Il n'y a pas eu de club. Jusqu'en 2016, il y avait le Paris-Levallois. Donc, la ville de Paris était associée avec la ville de Levallois et ça faisait le Paris-Levallois. Avant que ça soit Paris-Levallois, il y avait le Paris Basket Racing. Le Paris Basket Racing, c'était le PSG Racing Basket. Et en fait, c'était à l'époque de Charles Bietri, c'était à l'époque de Canal+, où en gros, au moment où Tony Parker a débuté dans le basket professionnel, il jouait au PSG Racing, au Paris Basket Racing, en 80. Donc, et lorsque les Chicago Bulls de Michael Jordan sont venus jouer à Paris, c'était contre le Paris Basketball Racing, le PSG Racing à l'époque, donc en 97, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est le dernier titre de champion de France, c'était en 97 avec le Paris Basketball Racing. Et en gros, de 2016 à 2018, il n'y avait plus de club à Paris. C'est-à-dire la mairie de Paris s'était désengagée de toute forme de basketball. Donc, c'était que Levallois. Donc, il y avait les Metropolitans de Levallois, Levallois Basketball. Et en 2018, dans l'objectif des Jeux Olympiques 2024, la ville de Paris a fait un peu comme un appel d'offres pour retrouver un club professionnel de basket dans la ville de Paris. Et c'est à ce moment-là que David Kahn et Eric Schwartz, les actuels propriétaires du Paris Basketball, ont été intéressés. Il y avait aussi, je pense, dans la discussion, il y avait aussi le Qatar. Il y avait différentes possibilités, puisque le Qatar a eu le judo, a eu le handball, on va dire, dans cette période-là. Et le basket, il n'y avait personne. Et donc, en 2018, quand il y avait un club qui s'appelait Paris Basketball Avenir, qui était une association sportive qui jouait en National 2. Donc, c'était le plus haut niveau qu'il y avait dans Paris. Et en gros, il y avait Hier Toulon qui avait des difficultés financières. Et en gros, il y avait un club, Paris Basketball Avenir, et il y avait Hier Toulon qui était plus en première division et qui était criblé de dettes. Et en fait, David Kahn et Eric Schwartz ont racheté les dettes de Hier Toulon et ont délocalisé les droits sportifs de deuxième division, puisqu'ils étaient descendus en deuxième division, les ont relocalisés dans la ville de Paris avec le Paris Basketball Avenir. Et c'est comme ça que le Paris Basketball en 2018 est parti en deuxième division, a commencé en deuxième division. Et ils ont dû construire de zéro, puisqu'il n'y avait pas de joueurs. Donc, ils ont dû racheter des joueurs. Ils ont dû acheter un staff. Ils n'avaient même pas de lieu où s'entraîner. Donc, on s'entraînait à The One Ball, qui est maintenant le centre d'entraînement du Paris Basketball, toujours. Donc, voilà. Mais ils ont dû trouver des moyens
pour pouvoir localiser un club professionnel à Paris. On a débuté à la Halle Carpentier, qui était dans le 13e, où il y avait une dizaine de spectateurs au début dans les matchs, puisqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de stade. Et les Américains, en fait, ont bien voulu investir et mettre beaucoup d'argent dans le club de Paris parce qu'il y avait les Jeux Olympiques de 2024 et qu'ils étaient sûrs de pouvoir avoir un stade à eux, un stade, l'Adidas Arena. Et c'est comme ça que s'est créé le club du Paris Basketball. Ok, très, très intéressant. Du coup, tu es arrivé en 2018, donc ça fait plusieurs années que tu travailles là-bas. Comment est-ce que toi, tu as vu une évolution dans la préparation physique avec les joueurs? On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu as commencé en 2018, maintenant on est en 2025. Tu vas probablement entamer une nouvelle saison. Comment tu as appréhendé un petit peu ta première saison au sein du club? Qu'est-ce que tu as pu un peu mettre en place? Comment tu as pu fonctionner? Et comment tu as fait évoluer ça au fil des années? Alors ça, c'est une bonne question. Ce qui est assez drôle, c'est que il y a peu de gens qui ont la chance de voir la création d'un club. Puisque lorsque tu deviens préparateur physique, il y a toujours eu des gens avant toi qui ont mis des choses en place. Et même là, au bout de certaines années, si je travaille plus au Paris Basketball, il y aura d'autres gens qui prendront ma succession, et etc. Et tu vois, ça arrive jamais qu'on a un club et qu'on a une page blanche. Là, ça a été sympa. Et ça, c'est grâce à Jean-Christophe Prat, donc le premier entraîneur du Paris Basketball, parce qu'il nous a laissé, en tant que préparateur physique, que ça soit Johan Engemen ou moi, d'avoir la possibilité de travailler ensemble et de tout mettre en place. C'est-à-dire que nos protocoles de test avec les kinés, que ça soit nos entraînements, la construction d'une base de données d'entraînement, que ce soit les choix du matériel, la demande de matériel. Parce qu'en 2018, il faut savoir que les budgets, c'est pas les mêmes qu'à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire, moi, en première année, en deuxième année, on galérait pour avoir des élastiques de chez Decathlon ou un petit sac de matériel. C'est-à-dire que même si tu étais professionnel, ça restait amateur et il fallait tout construire. Donc, clairement, c'est la première fois qu'on peut vraiment mettre en place de A à Z un processus d'entraînement avec que ça soit le travail individuel, le travail collectif, le développement des qualités physiques. Honnêtement, on avait tout à construire. Donc, il n'y avait pas d'habitude, que ce soit des très bonnes habitudes ou des habitudes moins bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Donc, clairement, tu as la chance d'être le créateur, d'être l'initiateur de tout ce que tu peux imaginer. Après, la seule limite, c'est l'aspect des ressources financières et les ressources humaines. On avait la chance, et ça, c'est grâce à Jean-Christophe Prat, grâce aussi à David Kahn qui a accepté, c'est d'être deux préparateurs physiques au départ du club, dans un club qui n'a rien gagné, qui n'a pas d'histoire et qui commence de rien. Donc, honnêtement, ils avaient déjà mis des moyens en Pro B d'avoir en préparation physique deux préparateurs physiques qui étaient reconnus. On avait déjà de l'expérience. Ok. Et du coup, comment tu as réussi à... Du coup, tu m'as dit que tu galérais un petit peu à trouver du matériel. C'était vraiment le début du club. Comment tu as réussi un petit peu à faire en sorte de proposer des contenus quand même les plus intéressants possibles, mais avec peu de matériel? Et à contrario, comment tu travailles maintenant et quel type de matériel tu as maintenant avec un club élite Alors là, du basket? ça a bien évolué sur le matériel à l'heure actuelle. Donc au départ, très simplement, que ce soit Johan ou moi, on avait déjà eu l'habitude d'avoir des équipes, on va dire, de National 2, National 3, même National 1, où il n'y a pas de matériel, il n'y a pas les mêmes moyens qu'en professionnel. Donc, on arrivait à développer des joueurs, même sans matériel ou avec très peu de matériel. Donc, c'est plus galère. Mais honnêtement, en termes d'organisation, on avait quand même la chance d'avoir The One Ball. Donc, on avait quand même une salle de musculation avec du matériel, tu vois, du matériel libre. Si tu connais, en fait, The One Ball, c'est des terrains
il y a différents terrains de basket. Et au milieu, en fait, il y a comme une box de CrossFit avec aussi quelques machines guidées. Donc, on avait accès à ça, où il y a la salle directement de basket à côté de la salle de musculation. Donc, en termes de matériel lourd, entre guillemets, on avait ce qu'il fallait. C'est juste qu'on n'avait pas accès à des datas, on n'avait pas accès à des plateformes de force comme on a maintenant, on n'a pas accès à du VBT, on n'a pas accès à tout, on va dire, les dernières technologies que tu peux connaître dans le sport de haut niveau. C'était plutôt amateur, mais où on avait Jean-Christophe, en fait, comme on avait des jeunes joueurs, on avait un peu l'esprit centre de formation où on faisait de l'éducation à la prépa physique, où en gros, tu vois, à l'heure actuelle, la préparation physique sur un club professionnel est très importante pour chacun des joueurs individuellement off-season, mais in-season, ça représente 10-15% du temps global d'entraînement. Donc, c'est pas énorme. C'est-à-dire, c'est soit avant l'entraînement, soit après l'entraînement, mais c'est des secteurs de 15, 20, 30 minutes max quand tu es en pro. Quand tu es en pro B, tu as beaucoup moins de matchs. Tu as le temps de développer les joueurs. Donc, même si on n'a pas de data, ben, on pouvait mettre en place correctement avec une planification de développement, un respect des charges d'entraînement, tu vois. Donc, petit à petit, on a pu mettre tout ça en place avec des types d'entraînement, de développement musculaire qui étaient intéressants et c'est comme ça qu'on a pu se développer parce que l'identité du Paris Basketball, c'était de jouer vite, de jouer fort. Donc, même sans matériel, et c'est pour ça qu'en deuxième partie, dans mes conseils sur les qualités physiques, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la préparation physique, avant tout, c'est quand même de faire en sorte que leur outil de travail soit, on va dire, de manière optimale, qu'ils soient capables d'utiliser leur corps de manière optimale sur le terrain de basket. Donc nous, on est là pour faire en sorte de les développer, de respecter la prophylaxie, c'est-à-dire en parlant de prophylaxie, de faire attention à la prévention santé. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas avoir peur de développer ces joueurs. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup de choses sur Instagram, on voit plein de préparateurs physiques qui font des exercices compliqués, où il y a diverses choses. Les mouvements de base, ça reste des mouvements de base. Un joueur, il faut arriver à le développer musculairement. Ensuite, c'est intégrer des exercices spécifiques. Mais le plus important, c'est que avec mon collègue à l'époque, Johan, on a pu mettre en place les mouvements de base, l'éducation à la musculation, l'éducation à la préparation physique. Et en fait, les joueurs, petit à petit, ça s'est transmis d'année en année et de saison en saison. Ok. Tu as commencé à parler d'un sujet que je voulais justement aborder avec toi, mais plus tard. Mais du coup, on va pouvoir en parler maintenant. Tu as parlé d'éducation. Moi, c'est quelque chose sur laquelle j'accorde beaucoup d'importance pour éduquer sportivement les joueurs. Je pense que c'est quelque chose de très important et dès le plus jeune âge, ce qui n'est pas toujours le cas partout d'ailleurs. J'ai envie de te poser une question très simple. Comment on éduque un sportif? Comment on éduque un jeune sportif et comment on éduque ou on rééduque un sportif qui est déjà professionnel et qui n'a pas forcément eu toute cette partie éducative à son plus jeune âge et où il est quand même professionnel, mais il peut, dans sa manière de fonctionner, même dans l'état d'esprit, tu vois, c'est pas forcément optimal. Est-ce que, selon toi, on peut le changer? Est-ce qu'on peut continuer à l'éduquer là-dessus? Voilà, un petit peu de questions en une, je te laisse répondre. Alors, éduquer des jeunes joueurs, c'est facile. C'est-à-dire quand ils arrivent en centre de formation, et c'est ce que j'ai vécu cette année par rapport au monde professionnel, c'est que c'est aussi des pages blanches. Donc, en gros, c'est ton rôle de préparateur physique, de leur apprendre à comment bien se placer sur un squat, comment bien se placer sur un développé couché, sur tous les mouvements de base, faire début de l'haltérophilie. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu, là, c'est ton rôle d'éducateur sportif qu'on peut voir en BPGEPS, AF, tu vois, en musculation, où on va leur apprendre techniquement à réaliser des mouvements de musculation. Et ça, déjà, c'est un premier point. Parce que le gros problème quand tu arrives en pro, c'est que souvent, ils ont eu différents coachs. Souvent, on parle que de basket ou que de handball ou que de... Alors, le rugby, c'est un peu différent parce qu'ils ont une vraie éducation dès le départ. Mais on va dire sur des sports où la préparation physique est pas intégrée dès le plus jeune âge
ou si on n'a pas la chance d'avoir même le foot, la préparation physique, ça rentre maintenant parce que grâce à toi, grâce à plein de professionnels qui font des podcasts, hein, les réseaux sociaux, etc., l'information est plus importante. Je trouve qu'il y a aussi une littérature qui est plus abondante. Donc forcément, ça progresse. Cependant, chez un joueur professionnel qui a réussi sa carrière, qui a 28 ans et qui met 20 points par match, qui est pas trop blessé, il va te dire mais pourquoi tu m'expliques à comment faire un développé couché? Ou pourquoi tu vas m'expliquer à faire un squat? Je le sais. Et au final, et c'est là où en fait le préparateur physique a un rôle différent du kiné. Le kiné, il va avoir ce rôle de réathlétiser, tu vois, ils sont blessés donc ils sont dans un état d'esprit différent. Le préparateur physique, c'est d'expliquer que cet exercice, ne pas avoir peur de lui faire des feedbacks. C'est-à-dire, tu vas lui donner du squat, par exemple, à faire, et lui dire, place-toi un peu comme ça. C'est-à-dire observer, analyser son mouvement, ne pas avoir peur parce que tout de suite dire, non, on va faire comme ça. Chez un pro, ça va pas être comme ça. Ça veut dire, il va te dire, oui, je vais faire un squat. Pour lui, tu vois, je vais faire un squat, mais ne pas avoir peur de refaire de la pédagogie de base, c'est-à-dire le placement des segments, où est placée la barre, l'amplitude qu'il faut avoir, donner des tips. En fait, les joueurs professionnels, ils sont friands de tips. C'est-à-dire, si tu écartes un peu plus les pieds, tu vas pouvoir descendre un peu plus bas par rapport à ton ouverture de hanche. Si tes yeux ils regardent un peu plus vers le haut, ça va redresser directement ton buste. En fait, c'est des petites choses qu'on croit qu'ils sont acquises et qui ne le sont pas forcément. Et c'est le préparateur physique et sa pédagogie directe, son feedback direct, qui va permettre à ce que le joueur professionnel te voit comme un professionnel. Et après, il y a une deuxième chose qui est importante. C'est que plus tu as d'expérience, plus les joueurs professionnels, en fait, ont confiance en ton expérience. Ça fait maintenant 10 ans que je suis avec des sportifs de haut niveau. Quand j'ai des nouveaux sportifs ou des joueurs, même qui sont transférés, que ça soit filles, garçons, olympiques ou pas olympiques, ton expérience, en fait, tu l'as déjà acquise et pour eux, c'est déjà acquis. Et donc, c'est beaucoup plus facile à l'heure actuelle, pour moi, de donner cette pédagogie directe qu'il y a 10 ans, lorsque je disais à un Nobel Bungukolo ou un Amarassi, l'exercice, tu dois le faire comme ça. Donc là, tu dois avoir un peu de personnalité. Je pense que les préparateurs physiques doivent avoir une forte personnalité, soit que tu es très impressionnant physiquement. Par exemple, Johan, je reparle de Johan, c'est un mec super costaud, très impressionnant physiquement. Si tu le compares à moi, c'est beaucoup moins impressionnant physiquement. Et donc, il va falloir avoir soit une grosse capacité de motivationnel, un gros caractère. Tu dois quand même montré l'exemple, c'est-à-dire montrer que l'exercice, tu le maîtrises. Et ça, il y en a plein qui montrent un Max Altenhoven, qui est un gars, un prépa physique qui était dans le handball. Max, et que je connais, qui est maintenant passé dans le foot. C'est un mec qui montre l'exemple aussi. Donc, je pense qu'on doit montrer l'exemple et on doit avoir une plus-value avec un vrai caractère et être capable de se positionner. Par exemple, Guillaume Alquier, qui est le préparateur physique de Victor Wembanyama, il a aussi une forte personnalité. C'est quelqu'un que j'apprécie, que je connais bien aussi. Et en fait, ces préparateurs physiques, on a tous, on va dire, une qualité pour pouvoir dire aux joueurs professionnels, parce qu'on n'est pas des joueurs professionnels. C'est pas nous les stars. Nous, on est juste là pour les sublimer. On est là pour les mettre en forme et pour qu'ils soient capables de performer. Et c'est ça qui est important. Et je pense que dans un staff de performance, tout le monde a son rôle. Tout le monde a son rôle et il ne faut pas mélanger les rôles. C'est-à-dire, il faut bien communiquer entre le kiné, l'ostéo, le directeur de la performance, le prépa physique, les assistants prépa physique, l'ostéopathe, le nutritionniste, le préparateur mental. C'est-à-dire, nous, maintenant, au Paris Basketball, l'organigramme, il est énorme. Il est énorme. Et que ça soit dans presque toutes les sections. C'est-à-dire, un staff sportif féminin, il y a quand même 3 assistants, un analyse vidéo, on est 2 prépas, il va y avoir un nutritionniste qui est partagé, un kiné, un médecin. Tu vois, ça fait un staff qui est important, même dans une section, entre guillemets, amatrice et féminine. Chez les pros, imagine que c'est démultiplié. Et donc ça s'est construit petit à petit. Et je pense aussi que c'est l'univers de la NBA. Tu vois, David Kahn, en 2022, il nous a envoyé
parce qu'il y avait eu Juan Bégarin qui avait été drafté par les Boston Celtics et Ismaël Kamagaté qui avait été drafté au Denver Nuggets, qui étaient nos jeunes joueurs qu'on avait au Paris Basketball à l'époque. Et il nous a envoyé faire les training camps en NBA. Donc, que ce soit moi ou Johan, on a été à Denver et à Boston, pour ma part. Et ben là, tu vois l'organigramme et l'organigramme d'un club au niveau de la NBA. Et honnêtement, je trouve qu'en France, on a progressé. Je pense que le championnat français de basket est un des meilleurs en Europe parce que ça s'est professionnalisé dans les ressources humaines aussi. Et qu'on n'a pas eu peur de mettre des moyens dans les ressources humaines. Au même titre que le rugby a mis des moyens dans les ressources humaines et un des meilleurs championnats d'Europe. Et je pense que le foot a un petit peu de retard, tu vois, là-dessus. Le foot encore, ça reste trop auto-centré sur le football. Il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus. Ils essayent. Alors les grands clubs, oui, si on prend le PSG, ça n'a rien à voir. C'est déjà bien structuré. Mais il y a ce besoin d'ouvrir sur les différentes possibilités et les différents rôles d'un staff de performance. Et que ça soit pas juste une personne qui est mise là parce que il fallait remplir une case. C'est-à-dire, c'est vraiment des rôles différents en fait dans le staff de performance. Ouais, c'est hyper intéressant tout ce que tu viens de dire et je te rejoins à 100% là-dessus. Et moi, il y a une question que je me pose, si je reviens un petit peu sur ce qu'on disait avant, les joueurs professionnels qui ont par exemple, c'est un top joueur, il va par exemple techniquement sur tel ou tel mouvement, c'est pas parfait, du coup toi tu es là, tu le corriges. Par exemple, ces petits détails-là, à quel point ça va être important, et on pourrait faire aussi le parallèle avec le matériel. Je travaille avec peu de matériel ou alors je travaille avec du top matériel. Cet écart, à quel point il fait la différence sur la performance sportive du joueur? Moi, c'est une réelle question Alors, que je me pose. c'est une très bonne question et je vais pouvoir te répondre assez facilement. Quand tu as le choix de tes outils, tu dois toujours garder la même philosophie. C'est pas parce que tu as un choix d'un outil, c'est juste que tu vas pouvoir l'utiliser quand tu en auras besoin. Et c'est pas parce que tu as un nouvel outil qu'il faut l'utiliser forcément. Je pense qu'il faut pas tout changer pour quelqu'un qui performe déjà. Par contre, il faut être toujours vigilant que ça crée pas trop d'écart. Je vais te prendre un exemple simple. Rafael Nadal, au début de sa carrière, il avait on va dire que son équilibre gauche-droite au niveau des bras, elle était monstrueuse. Il y avait un bras gauche qui était grand comme ça, l'autre, on aurait cru qu'il était atrophié. Et au fil des années, on a vu que cet écart, il s'est réduit. Il s'est réduit pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le déséquilibre pouvait créer, on va dire, un potentiel de blessure plus important. Et donc, à un moment donné, on doit être vigilant à ça. Tony Parker, il a modifié son shoot 8 ans après qu'il était en NBA, alors que c'était Tony Parker. Il y a des joueurs, il y a Tiger Woods, il a changé son swing alors qu'il était au top de sa carrière. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui peut t'améliorer pour que tu puisses franchir un cap si tu t'en sens le besoin de franchir un cap. C'est-à-dire, il y a des joueurs, ils vont pas avoir ce besoin. Si, par exemple, il y a un joueur, il est jamais blessé, je pense que le corps est capable de s'adapter aux efforts répétés, aux efforts que l'on demande. Et s'il n'est pas blessé ou s'il n'a pas un changement ou qu'il est toujours performant, ben on va devoir le garder dans cette lignée. S'il y a besoin de changement ou c'est le joueur qui demande de passer un cap, là, on va pouvoir reconstruire. Et donc, il y aura forcément un moment où il y aura un peu moins de bonnes performances pour remonter et que ça soit bien. Les nouveaux outils, si on parle des nouveaux outils, la data a explosé depuis, on va dire, 4-5 ans. 4 ans, ouais, voilà. On va dire dans le début, après post-Covid. Post-Covid, ça a commencé à vraiment s'améliorer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pu, que ce soit avec la Chine, avec la NBA, voir du matériel au top. Et de bien comprendre le rôle de chacun aussi. En Europe, en France, pour l'instant, ça se développe, mais le rôle de chacun, il est encore difficile à s'attribuer. Parce que souvent, c'est le directeur de la performance, c'est deux choses. Il peut y avoir soit quelqu'un qui était un chercheur, c'est-à-dire qui a fait STAPS, qui a fait de la recherche, et qui a accès en fait à du matériel poussé, mais qui n'est pas forcément préparateur physique avec l'expérience de terrain.
Ensuite, il peut y avoir un préparateur physique qui devient directeur de la performance, un kiné qui devient directeur de la performance. Mais il faut savoir qu'en fait, directeur de la performance, c'est surtout quelqu'un qui doit être un bon manager. Parce que c'est quelqu'un qui va prendre des informations de tous ceux qui travaillent au quotidien avec les joueurs pour pouvoir les remonter au stade sportif, pour pouvoir dire, là, il va falloir le mettre au repos, là, on va pouvoir pousser, etc. Donc, il va devoir parler avec son data scientist, va devoir parler à ses préparateurs physiques, à ses kinés, à ses athletic trainers, à ses skill trainers, aux assistants, et enfin, faire une réunion avec le head coach pour dire, voilà l'état de ton groupe. Et actuellement, c'est difficile parce que quand tu as été préparateur physique, bah, tu as envie de faire un peu de prépa physique et pas avoir forcément ce rôle dans le directeur de la performance. Si tu es kiné, bah, des fois, tu vas te sentir plus légitime à aller strapper un mec, etc., alors que ce n'est pas ton rôle. Donc, en gros, c'est ça qui est difficile, c'est que les rôles ont évolué, mais il n'y a pas un rôle spécifique qui a été défini pour le directeur de la performance. Il y a toujours, on va dire, une orientation particulière pour ce rôle spécifique. Ensuite, sur les derniers outils, il faut faire attention que les outils, je te rappelle que 20% de l'entraînement, c'est dédié à la performance, on va dire. Le reste, c'est quand même à ton activité spécifique. Donc, clairement, si tu te fais, si tes joueurs, tu leur parles que de faire des tests, que de faire des screenings, et que tu oublies l'essence même, c'est quand même de faire soit de la prévention, soit du développement musculaire, et développer les qualités physiques spécifiques, soit tu arrives à l'intégrer dans les entraînements, soit à un moment donné, quand tu le fais, bah, si tu fais que du screening, au bout d'un moment, le joueur, bah, il va avoir plein de data, mais si tu les utilises pas, ça sert à rien. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que il faut pas se faire manger par la data, il faut juste l'utiliser comme un outil supplémentaire qui est beaucoup plus rapide. Moi, à l'époque, je vais te donner un exemple simple. Pour faire des tests de terrain, que ça soit en puissance ou que ça soit en force, ça te prenait un temps fou. Maintenant, tu les mets sur une plateforme de force, bah, tu les as instantanément, les courbes. Donc, clairement, tu gagnes du temps. Maintenant, si tu ne sais pas les lire, les courbes, si tu n'as pas l'habitude de les lire, pour arriver à orienter ton entraînement spécifique, est-ce que tu fais un circuit training? Est-ce que tu fais tant de reps ou pas tant de reps? Quelle charge tu vas mettre sur les joueurs? Ça ne va pas être très intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'éducation des nouveaux professionnels sur ces nouveaux outils. Et si on a juste des outils pour avoir des outils et pour avoir plein de courbes, bah ça va faire très plaisir aux agents parce que quand ils vont vouloir vendre leurs joueurs, ils vont avoir toutes les courbes. Mais pour ta performance dans ton club, bah, il faut avoir des gens qui sont dédiés à ça. Et donc, selon le budget de ton club et selon le temps que tu accordes à ça, bah, tu ne peux pas. Et après, il faut être performant. C'est-à-dire, si tu as ces datas-là, bah, être capable de le transférer de manière concrète sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Si par exemple, tu as un moment donné, tu as assez de récupération, donc tu fais de la récupération, je sais pas, et tu vois que ton joueur, forcément, avec l'accumulation des matchs, il perd en force. La perte de force peut entraîner un déséquilibre et potentiellement entraîner une blessure. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, peut-être remettre un pic de force, remettre un petit entraînement de force, mais de manière peut-être sur 1 ou 2 exercices. Tiens, on a vu ça, bah, je vais refaire du deadlift à la trappe barre sur 4 reps. Tu vois, peut-être que je vais travailler un peu plus sur les phases excentriques par rapport à la perte de force en ischio. Tu vois ce que je veux dire? Pour prévenir de certaines blessures. Tiens, là, j'ai besoin, je vois qu'à un moment donné, il a plus de réactivité de pied. Bah, peut-être que je vais arriver, je vais faire des drop jumps et avec une cheville active, etc. Donc, en gros, c'est comment on analyse des datas pour répondre rapidement à faire quelque chose que toi, tu as l'habitude à faire en préparation physique. C'est ça que ça doit t'aider. Ok, donc en gros, si je résume un petit peu ce que tu as dit, d'un point de vue performance, on va pas forcément avoir un gros écart, mais surtout d'un point de vue suivi, gain de temps, etc., c'est là où ça va être beaucoup plus intéressant. Exactement. En gros, c'est
on est toujours dans la course au temps. C'est-à-dire, plus tu arrives, par exemple, si je prends le Paris Basketball, l'année dernière, ils ont fait 85 matchs. L'année d'avant, ils ont dû en faire 65 ou 67. OK, dans une saison. Sauf que si tu repars avant l'Eurocup, c'est-à-dire en 2021, eh bien, ils ont fait 38 matchs, 36 matchs. Ils ont fait 36 matchs. Entre 36 et 38. Donc, t'imagines, tu as presque multiplié par 2 en 2 ans le nombre de matchs de ces joueurs-là. Sauf que dans un groupe professionnel, tu es entre 12 et 15 joueurs. Donc, forcément, ça change. Et donc, ces outils-là, c'est juste pour dire, attention, warning, comment on va pouvoir développer. Il y a des joueurs qu'on va pouvoir plus utiliser, moins utiliser. Il y a aussi les joueurs, leur envie. Il y a des joueurs, ils ont besoin de faire beaucoup de prépa physique. Tu vois, par exemple, Nadir Rifi, c'est un joueur, il a besoin de faire beaucoup de prépa physique. Il a besoin de faire de la muscu tout le temps. Ben, à un moment donné, il doit tenir ce paramètre en compte. Il y a d'autres joueurs, ils vont avoir moins besoin. Et ben, c'est ça, dans un club, on va dire chez les jeunes, c'est presque tout le monde pareil. Parce qu'il faut arriver à les amener, tu vois, sur une courbe de performance importante. Après, quand ils sont pros, c'est de savoir maintenir cette courbe de performance pour qu'ils soient toujours performants à ce qu'ils ont besoin. Et après, c'est des mini-progrès, en fait. Chez un joueur professionnel, le plus important, c'est qu'ils te disent, je me sens bien, mon corps n'est pas une limite pour ma performance et je suis pas blessé. Voilà les 3 points. Ok. Si tu Est-ce que as répondu à ces 3 points, c'est que tu as fait ton taf. Ok. Est-ce que là, on a parlé pas mal de manière assez générale de la technologie, les data, etc. Est-ce que de manière un peu plus concrète, toi, tu pourrais nous parler du matériel que tu as à disposition dans ton club et comment tu l'utilises et dans quel but? De manière Alors assez moi, c'est précise. très simple. De manière précise. Nous, on a la chance d'avoir des plateformes de force. OK. De chez, alors on a chez les pros, on doit avoir Vald. Chez les féminines, on a Kinvent. Ouais. Ouais, exactement. Et on a chez les espoirs et chez les espoirs et féminines, on a le VBT. OK. Qu'on utilise assez. Et pour l'instant, moi, ce que j'ai vécu en Chine, sur l'équipe nationale chinoise et en NBA, c'est qu'on avait Catapulte pour tout le tracking, tu vois, des changements de direction et accélération. Ce qu'ils ont aussi à l'INSEP. Yannis Sirid, le directeur de la performance à l'INSEP, a mis en place Kinexon, qui est à peu près l'équivalent de Catapulte, et qui a paramétré même toutes les arénas pour qu'ils puissent avoir l'analyse de données sur les accélérations, décélérations, taux, etc. Il faut rappeler quand même que le basketball, c'est un des sports tridimensionnels. C'est-à-dire, tu vois, que ça soit en hauteur, en largeur ou en, disons, en avancée-descente. C'est pas comme au foot où tu es un défenseur, tu vas rarement faire tout le terrain. Là, tout le monde va partout sur le terrain. Et ça, c'est important. Et surtout, il faut être quand même conscient. Et c'est ça que j'adore hein, dans le basketball, c'est que c'est des physiques hors normes. Hors normes, c'est-à-dire, c'est pas dans la normalité de ce qu'on peut avoir dans la population. C'est-à-dire, c'est des joueurs souvent de plus de 2 mètres. Et chez les filles, c'est des joueuses souvent de plus d'1,80 m. Ce qui est déjà fait partie de moins d'1% de la population mondiale. Disons, c'est vraiment minime en fait. Ces gens qui sont exceptionnels. Donc forcément, biomécaniquement, ça change. Musculairement, ça change. Et donc tous ces paramètres-là, bah, c'est intéressant de pouvoir les mesurer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va dire, bah tiens, on va pouvoir recruter. C'est mieux de faire un squat complet. Bah, chez un basketteur, si tu fais un squat complet, ça peut vite le casser en fait. Tu vois ce que je veux dire? La souplesse, elle est hyper importante. Et il va falloir à chaque fois voir la mobilité, comment il arrive à se situer dans l'espace, l'équilibre, parce que tout est plus grand en fait. Leur envergure, elle est plus grande, leur reach, elle est énorme. Donc tu vois, tous ces paramètres-là, ils sont importants. Nous, la question que tu me poses, c'est qu'est-ce qu'on a, on va dire, en matériel de data, donc plateforme de force, VBT. Ça, c'est les 2 choses qu'on utilise au quotidien. On n'en a pas forcément plus. Par contre, on les utilise déjà, premièrement, dès qu'ils rentrent de l'été, donc ça va être le cas là, ils ont des tests individuels.
où en fait, on arrive à accumuler de la data sur leur reprise. Donc, on a leur valeur de départ et à peu près tous les deux mois, donc à peu près entre 7 et 8 semaines, on refait ces tests pour voir l'évolution au sein même de la in-season. OK ? Normalement, on les fait dès qu'ils arrivent et avant le début de la saison. Comme ça, on voit comment a évolué leur valeur sur, on va dire, la pré-saison. Ces valeurs-là sont surtout importantes pour les kinés. C'est-à-dire que lorsqu'on fait qu'après avoir fait autant de prépa, par exemple, on a à peu près 6 semaines de prépa, on sait quelles sont les valeurs de tout le groupe à cet instant-là. Et s'il y a quelqu'un qui se blesse, on va savoir comment revenir à ces valeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça qui est important, en fait, de voir. Sur les valeurs de tout début, avant la pré-saison, c'est de savoir aussi est-ce qu'il va y avoir une faiblesse ? Est-ce qu'il y a un déficit ? Est-ce qu'il y a une asymétrie ? Et en fait, ces éléments-là nous permettent de pouvoir, on va dire, qualifier et quantifier les différentes données pour chacun des joueurs. Ensuite, pourquoi on utilise aussi le VBT ? Le VBT, on va l'utiliser aussi, tu sais, pour des fois faire des challenges. Chez les jeunes, tu vois, par exemple, on va avoir un challenge puissance sur que ça soit. Alors, le truc à la mode, c'est le grip que tu as dû voir, tu sais, pour la force des doigts, etc. En fait, on a plein de petits tests où aussi ça va nous donner des challenges. On fait, c'est le meilleur, la meilleure progression en prépa, tu vois, ou en force chez les jeunes. Bah, ça marche, tu vois, c'est sympa. Ça leur fait un petit challenge. Ils ont des petits tests qu'on peut faire facilement. Et souvent, ça, on le fait avec le VBT ou avec le grip. On a aussi la chance au Paris Basketball d'avoir fait un partenariat avec l'université Paris-Saclay en Master 2 et en Master 1 où ils nous prêtent tout le matériel de performance et de laboratoire. On peut l'utiliser pour certains joueurs. Et en fait, les étudiants, on en prend normalement 2 ou 3 chaque année, peuvent faire une recherche sur le club du Paris Basketball. Donc, en gros, tu vois, ça leur permet de faire leur mémoire, leur recherche de Master 2, ou des fois, on a des Master Recherche qui viennent, et comme ça, tu vois, ça permet d'alimenter avec des datas de joueurs professionnels. Donc, c'est ça qu'on a pu mettre en place et qui permet d'avoir des partenariats sur aussi les dernières technologies. Parce que ce qui est intéressant, c'est que en étant ouvert sur l'universitaire, en étant ouvert sur la recherche, forcément, on donne une porte d'entrée à cela. C'est ce qu'ils ont fait aussi à l'INSEP. À l'INSEP, avec Yanis, ils ont pu avoir en fait cette relation de recherche et de nouvelles technologies, puisque ça intéresse à la fois pas que le fabricant de matériel, mais ça intéresse aussi des universitaires. Et en fait, avoir des universitaires, ça permet de développer aussi la notion de recherche dans un club professionnel. Donc voilà comment on a pu en faire vivre le truc. Donc c'est à la fois bénéfique pour le club, c'est bénéfique pour l'évolution du club, c'est bénéfique pour les jeunes, c'est bénéfique pour les joueurs. Ok, j'ai noté 2 questions sur lesquelles j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit. La première est assez générale, la deuxième est un peu plus spécifique. Actuellement, je trouve on a une multitude de choix dans tout ce qui est testing. Moi, je trouve ça hyper intéressant, mais on peut, avec tout ce choix, tu vois, facilement se perdre ou avoir plein de tests, finalement pas forcément se servir de toute cette data. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer un petit peu ta vision là-dessus? Quel test tu choisis, quel test tu fais effectuer et quelle est ta réflexion derrière pour ce choix-là? Alors, nous c'est assez simple. On s'est mis d'accord avec les kinés. Alors, comment on le fait avec les kinés? On va utiliser des tests qui sont rapides et qui ne sont pas invasifs sur la charge globale de l'entraînement. C'est-à-dire, la pire des choses, pas la pire des choses, parce qu'on peut le voir différemment, mais les entraîneurs spécifiques basket, disons les entraîneurs de basket, pour eux, perdre 1 à 2 journées complètes d'entraînement parce que on fait des tests, c'est compliqué. Donc déjà, nous, on donne des rendez-vous, tu vois, souvent au kiné, ou ça soit avant l'entraînement, etc. Et on essaye de réguler ça en 40 minutes, tu vois, par joueur. Donc comme ça, tu vois, ça peut aller vite. C'est-à-dire, même s'ils sont dans l'entraînement, hop, on les prend, on fait les tests,
etc. Les tests, comment on les a choisis? On les a choisis par rapport aux spécificités du basketball. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'était tout ce qui est jump, donc détente, tout ce qui va être les lancers, qui peut être la mobilité. Donc là, c'est des données, on va dire, mobilité de cheville, mobilité de hanche, mobilité d'épaule. Sur les plateformes de force, CMJ, tu vois, on va voir à la fois la puissance, mais on va avoir aussi la force, et ça va nous perdre. On utilise aussi My Jump ou My Sprint, tu vois. Donc là-dessus, tu vois, au moins, ça nous donne des éléments. Ça dépend. Si je te prends l'équipe pro, ils vont avoir des cellules pour avoir sur la distance de vitesse, tu vois, par exemple. Et on réutilise pour pas l'avoir deux fois, leur test d'effort. Tout ce qui est VMA, etc. En fait, on essaye d'optimiser le nombre de tests, tu vois ce que je veux dire? Pour pas que les joueurs ils ont l'impression d'être testés tout le temps, mais de se dire, ouais, c'est sérieux, il y a un screening, il est là, il y a une évolution, et ce screening-là, on peut le réutiliser. Donc voilà un peu comment on a utilisé, donc que ça soit single leg drop jump, que ça soit CMJ, que ça soit les différents tests de mobilité que je t'ai énoncés, et ensuite sur la plateforme de force, avoir ces éléments-là au squat, tu vois, on fait aussi sur le haut du corps. Et après, moi, j'aime bien avoir, mais ça, c'est parce que j'aime bien, au VBT, tu vois, ce qui est développé couché. Ça m'intéresse. Il y en a qui, moi, je l'utilise pas, mais il y en a qui utilisent, tu sais, les lancers, tu sais, pour les tests. Et ceux que j'aime bien, moi, c'est tous les tests, mais aussi sur la plateforme de force, sur les tests ISO, que ça soit sur Ichio, Quadri. Ça, pour moi, c'est des éléments importants. Et enfin, on a sur les tests d'effort, donc on a tout ce qui est VMA, qui sont directement liés à ceux quand ils arrivent au club. Voilà, par le médecin. Là. Ok, tu as parlé des tests de puissance, du coup à la fois j'imagine avec le VBT, mais aussi sur les plateformes, Ouais. etc. Est-ce que tu penses que c'est utile ou à l'inverse pas utile de faire par exemple, tu testes sur un CMJ sur plateforme de force et tu fais passer par exemple un joueur sur un squat, tu mets le VBT, tu prends tel pourcentage et du coup tu as une valeur aussi pour la puissance. Est-ce que tu penses que ces deux tests sont complémentaires? Ou alors, selon toi, ça serait mieux de choisir plutôt l'un ou l'autre? Moi, quand tu as les deux, tu peux faire les deux. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu vas résulter de la valeur que tu vas avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va t'amener. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu vois, pour la puissance, bah, le VBT va te donner une valeur et la plateforme de force va te donner une autre valeur. Même si tu essayes de les croiser, tu as quand même une valeur spécifique, tu vois, par rapport au test. Maintenant, les deux vont donner une valeur que tu peux potentiellement réutiliser par rapport à de la puissance. C'est-à-dire, si tu travailles la puissance, moi je le vois comme ça. Le test que tu as choisi, tu vas devoir le reproduire à tant de semaines après, tu vois, ou à telle période de ta planification, de ta périodisation, tu vas le refaire, en fait, le test. Et en fait, le plus important, c'est de le faire dans les mêmes conditions, le test. Dans les mêmes conditions pour que scientifiquement, tu as une valeur. Si tu as fait, par exemple, un test de VBT plus plateforme de force, ça donne deux valeurs. OK, on est d'accord, même si tu les as croisées. Toi, tu vas comparer les valeurs par rapport aux autres joueurs. OK, pour qu'ils arrivent à avoir une certaine harmonisation. Moi, je fais ça comme ça. Ensuite, je vais leur faire un travail de musculation, un travail spécifique de développement, par exemple. Là, on parle de la puissance. Et X semaines plus tard, si tu refais les mêmes tests, et il faut quand même prendre en compte la charge de travail globale et les périodes de récupération, mais si tu as les deux bonnes périodes de récupération, bah, tu vas voir si ton travail global de développement ou de puissance a amélioré les tests. Objectivement, il y a souvent une augmentation des tests. Tu sais pourquoi entre le premier et le deuxième test? C'est parce que souvent, les joueurs, ils ne connaissent pas le premier test et le deuxième test, ils les connaissent, donc déjà, ils le font mieux. Donc, ce qui serait le mieux et ce qui serait potentiellement le plus facile, c'est faire, par exemple, en début de semaine, déjà les tests que tu as fait et en fin de semaine, on va dire de la première période, de nouveau les tests, parce que comme ça, on sait sur la dernière valeur
tu fais tu vois, une moyenne, mais au moins on sait combien, si l'apprentissage du test les a aidés. OK? Et ensuite, ton travail de prépa, tu vas voir après X semaines, donc 8 semaines minimum, si tu refais les mêmes tests, tu vas voir l'évolution de ton joueur. Et après, tu dois juste croiser cette courbe avec la charge globale de travail. Et là, tu verras si tu t'es amélioré ou pas. Voilà ce que je ferais. Honnêtement, je fais pas les deux. C'est soit j'en fais l'un, soit j'en fais l'autre. Tu vois, si je fais un CMJ, je ne refais pas un VBT en squat. Ça marche. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la bonne réponse. Tu vois. Oui, bien Si sûr. tu veux être hyper précis, tu peux le faire. Après, c'est plus un gain de temps aussi, tu vois. Moi, je reste quand même du principe qu'en préparation physique, l'éducation au mouvement de base, de soulever du poids, parce que la force, en fait, c'est important. Pour moi, c'est très important. Tu fais des joueurs, si tu veux que, pas parce que tu vas utiliser 3 élastiques et que tu vas faire 10 minutes d'ISO, que ton joueur, en fait, tu vas l'avoir amélioré physiquement. Tu vois, il faut avoir cette vision où, à un moment donné, si on choisit 30 minutes parce qu'on te donne que 30 minutes de prépa physique, ben, choisis 2-3 exercices où la charge de travail va vraiment améliorer, tu vois, musculairement ou en force ou en endurance ton joueur, ton athlète. Et je suis quand même vraiment partant de cette notion où ben, si tu veux être fort, ben, il faut construire du muscle. Si tu veux être capable d'encaisser des coups, parce que quand même le basket, comme le handball, hein, c'est des sports de contact, et à un moment donné, tu vois, il faut construire du muscle. Et ça, on oublie souvent. Hein. Et c'est mon expérience dans le culturisme qui me dit, mais attends, hein, construire du muscle, c'est quand même une base importante, et on l'oublie. Parce que dans tous les cas, ta spécificité au sport va développer. C'est-à-dire, un basketteur, il a des grosses épaules. Pourquoi? Parce qu'il shoot toute la journée. Comme un footballeur, bah, il a des grosses cuisses parce qu'il tape dans un ballon toute la journée. Bah, là, il faut quand même identifier les besoins musculaires, identifier les besoins spécifiques au sport bah, pour pouvoir construire du muscle et derrière maintenir des qualités physiques, les optimiser et l'outil data va permettre en fait de quantifier tous ces éléments. Et ça, c'est ça qui a changé en fait dans notre métier. C'est parce qu'avant, on n'avait pas de quantification aussi simple en fait, disons aussi direct. Parce qu'en fait, c'est juste qu'on a pas besoin de faire 30 minutes de montée de charge pour arriver à avoir sur une plateforme de force, tu fais ça à 2 séries, c'est réglé, tu vois. Et ça, c'est un gain de temps extraordinaire. Mais maintenant, il faut savoir le lire et il faut savoir le faire. Et il y a aussi un autre gain de temps, c'est pour la prévention des blessures. Si tu vois qu'à un moment donné, ta mobilité de cheville, ta différence entre l'ischio gauche et l'ischio droit, elle est importante, ou par exemple ton différence quadri-ischio, elle est trop importante, bah, tu vas pouvoir identifier en disant il y a un warning. Et nous, tu vois, par exemple, on met un code couleur chez chaque joueur. Le kiné, il arrive, on a les données, on met un petit code couleur en disant ah, attention là, sa différence quadri-ischio, elle est trop importante. On va essayer de rééquilibrer un peu ça. Tu vois, ça aide en fait au quotidien. Ok, tu viens quasiment de faire la transition sur la deuxième question que je m'étais notée. C'était par rapport aux asymétries, par exemple l'asymétrie droite-gauche, ou alors des équilibres pardon, agonistes-antagonistes. On sait que si le déséquilibre il est trop important, il y a un risque de blessure. À quel point, selon toi, on peut savoir si cet écart, si ce déséquilibre il est trop important, à quel point ça peut avoir un effet néfaste sur la performance ou du coup le risque de blessure du joueur. Et à contrario, est-ce qu'il faudrait, même question un peu, mais est-ce qu'il faudrait vraiment avoir un équilibre parfait ou tu penses que même un petit déséquilibre, c'est pas même mieux? Je te dis ça parce que j'avais échangé avec un autre prépa qui me disait que selon lui, avoir vraiment un équilibre parfait, on parlait de ischio-quadri, je crois, il disait que si on avait un équilibre parfait, c'était pas forcément l'idéal, mais qu'avoir un léger déséquilibre, c'était mieux. Je sais pas si tu vois un petit peu le sens de ma question, si tu as un avis là-dessus. Ouais. En fait, ça dépend aussi pour moi de la spécificité de ton sport. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là, par exemple, si tu fais du culturisme, musculairement, ton bras gauche et ton bras droit, ils doivent être parfaitement symétriques. Tu vois, ta masse grasse, ça doit être parfaitement équilibré sur tout le corps. C'est pas parce que si tu es sec du haut mais pas du bas ou que tu es développé du haut pas du bas, ça marche pas. La performance, c'est pas ça. Mais par exemple,
Euh, si tu demandes à un basketteur, euh, c'est pas parce qu'on va avoir un équilibre gauche-droite parfait que en fait tu vas être meilleur. Et c'est pas parce que tu vas avoir un équilibre gauche-droite que tu vas ou au bas qui va te permettre de prévenir plus les blessures. Moi, je suis plus d'avis que par rapport à ton écart, il augmente pas. En fait, c'est quoi? C'est un warning. Comme je te l'ai dit, un screening de départ, ça te permet d'avoir ton joueur au départ. S'il est en forme, s'il n'est pas blessé, tu as une valeur de départ. Si cette valeur, par exemple, elle évolue, c'est-à-dire que tu te rends compte que la différence gauche-droite ou ischio-quadri, elle évolue dans le temps, pendant la saison, bah là, tu peux te poser une question. Parce que tu dis, j'avais un joueur sain, là, ça a évolué, qu'est-ce qu'on risque? La question, elle est pas facile parce que honnêtement, je pense pas qu'avoir un équilibre parfait te permet de mieux performer. Donc là, je suis d'accord avec l'autre prépa disons, que tu avais interviewé. Cependant, je pense que en fait, c'est des warnings à avoir. C'est-à-dire, quand il y a changement, ben qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça en fait qui est important. Je pense qu'il ne faut pas avoir un trop grand changement, parce que quand il y a un changement, ça veut dire qu'il va y avoir une adaptation de ton corps. S'il y a une adaptation, qu'est-ce qui va se passer? Euh, Ça te permet juste d'orienter. C'est pas une science exacte. C'est ça qui est beau aussi dans notre métier. C'est-à-dire que ben, on a des valeurs, elles sont différentes, on va s'adapter. Est-ce que ça va marcher, oui ou non? C'est au même titre que tu vas me dire, ben, est-ce que c'est mieux de prendre 5 jours de repos ou 2 jours de repos? En fait, c'est un aspect global. Et en fait, c'est cet aspect global où tu vas faire un choix et une orientation et tu vas voir si ça fonctionne. Ce qui est important, c'est que ce que tu transmets à tes joueurs, ça soit clair. C'est-à-dire que on est tout le temps dans l'incertitude, nous, mais face aux joueurs, tu dois pas être dans l'incertitude. Tu dis, tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu commences à rentrer dans un débat, oui, mais c'est vrai que ça aurait été mieux. Oui, mais il faut pas le dire, en fait. Et c'est ça l'expérience qui est différente. Comme je dis, on va être d'accord, on peut pas être sûr que 8 répétitions, ça soit mieux que 6, tu vois. Ça va être entre 6 et 8. Mais pour un joueur, bah, moi, je vais préférer dire, bah, tu vas faire 8 répétitions. Ou tu vas en faire 6, peu importe. Mais je vais lui donner tu vois, une target. Parce que sinon, bah, il y a soit des joueurs qui vont aller un peu plus loin, un peu moins loin. Tu sais jamais dans quel état d'esprit ils vont se trouver. Donc, tu lui donnes un truc précis, une ligne de conduite précise. Et je pense que ça aide à la discipline. Et si tu aides à la discipline, ça va permettre de, bah, on va dire, voilà, performer. C'est pour ça que tu vois sur les exemples de dissymétrie, de potentiel, quand tu poses trop de questions, si le joueur il a trop de data, que tu lui transmets trop de data, ça ne se transmet pas en fait des data. C'est que les joueurs, il va falloir que tu puisses le faire. Tu vas pouvoir juste lui donner une ligne directrice. Voilà, toi, tu as fait un choix, tu maintiens ton choix, et après, tu vas avoir un feedback et tu vas t'adapter par rapport à ce que tu vois de tes datas. Mais je suis quand même très partisan du fait que c'est pas parce qu'il y a un équilibre parfait que tu vas éviter plus de blessures. C'est juste, il faut que ça soit dans une logique. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, Et tant ouais. que tu rentres dans une logique et dans un process, ça va pouvoir continuer. Ok. C'est intéressant. Je te rejoins là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi. Et je vais repartir sur un autre thème assez différent. Euh, pour toi, c'est comment on entraîne un groupe, comment on entraîne correctement pour faire passer les messages, pour faire progresser les joueurs. Je sais qu'il y a différents types d'entraîneurs. Tu vois, tout le monde n'entraîne pas de la même manière. C'est ça qui est plutôt beau aussi. Mais selon toi, est-ce qu'il y a, tu aurais des types à donner ou comment toi tu fonctionnes? Des choses qui, selon Voilà. toi, peuvent fonctionner avec un groupe, même si chaque groupe est différent, chaque contexte est différent. Déjà, la chose la plus importante, tout le monde n'est pas forcément le même animateur. Il y en a qui vont crier, il y en a que, tu vois, par exemple, en Chine, on ne peut pas élever la voix, mais par contre, tous les joueurs sont déjà disciplinés. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une rigueur qui est indispensable, c'est de penser à l'organisation de tes espaces et de tes temps de travail et de la fluidité de ton entraînement.
en muscu, hein, je parle vraiment, tu vois, en prépa physique. Ouais, C'est-à-dire c'est que, une question. c'est-à-dire que, au-delà des exercices que tu choisis, au-delà de la performance que tu veux acquérir, etc., c'est te dire, qu'est-ce qui est, pour un groupe, hein, parce que entraîner une personne, c'est différent que d'entraîner 10 personnes en même temps. Je parle Et que en en gros. gros, voilà, pour un groupe, moi, le plus important, c'est d'avoir préparé mes ateliers, d'avoir préparé mes espaces, peu importe, tu vois, euh, d'avoir pu démontrer les exercices que je sais que exactement ils savent les exercices. Les mettre par binôme. Tu vois, par exemple, si tu les mets par binôme, il y en a un qui fait, l'autre qui fait pas, mais qui va pouvoir faire la parade ou qui va pouvoir l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Arriver à faire des choses en groupe. Par exemple, moi, par exemple, le gainage, les abdos, tout ça, je le fais tous ensemble. Et tu vois, je donne l'animation. C'est moi qui fais comme, on va dire, comme un cours collectif, tu vois, ça donne de la motivation. Par exemple, pour les ateliers spécifiques en force, ben, soit je fais par demi-groupe. Et donc, il y a un groupe qui va sur le basket, l'autre qui va sur la muscu. Et comme ça me divise en deux le groupe. Si c'est par exemple un groupe entier, des circuits training en temps. Parce que tu vois, je sais que par exemple, si tu fais 30 secondes un atelier, 15 secondes, qu'est-ce que tu dois accepter? Que peut-être que, en fait, la qualité de l'atelier ou la qualité du mouvement soit pas parfaite. C'est pour ça que moi, je déteste quand j'entends beaucoup de critiques sur les réseaux, ouais, le préparateur physique de l'équipe de France, il n'a pas été bon, t'as vu, ils font mal le développé couché ou tout ça. Mais déjà, il n'est pas partout, en fait. Chaque professionnel, en fait, est plutôt fort. Moi, sincèrement, j'ai pas vu un préparateur physique dans le sport de haut niveau qui est nul, en fait. C'est pour arriver à ce niveau-là, ils ont tous un background qui est important. C'est juste que quand tu entraînes un groupe, et handball, basket, foot, rugby, bah forcément, si tu as une caméra, elle va toujours voir un joueur qui ne fait pas bien l'exercice ou voilà. Après, il y a peu de chances qu'il se mette en danger. Il faut quand même rester relatif. Donc moi, dans l'organisation, c'est très clair. L'écrit, c'est-à-dire souvent j'ai un whiteboard et en fait ils l'ont. Je suis pas super fan des, tu sais, des feuilles individuelles parce que sinon, tu vois, ils regardent la feuille, ils savent pas. J'aime bien avoir un whiteboard très précis avec le nombre, le temps, le nombre de reps et la transition. OK? Les exercices, première chose que je fais, c'est sur le premier tour ou sur mes ateliers, je regarde. Je regarde si, avec ma vision périphérique, on va dire les erreurs principaux qu'ils font sur chaque atelier. Et à la pause sur le deuxième tour, tu vois, par exemple, faire une pause, les rassembler en commun et dire spécifiquement, là, pensez à ça. Là, pensez à ci. Ça, il faut faire ça. Et pas leur donner beaucoup d'informations parce que de toute façon, ils t'écoutent pas. Donc, en soi, c'est ça qui est le plus important. C'est que donner des éléments faciles à retenir et des types faciles à retenir. Et quand cette organisation, elle est nickel, que pour tout le monde, c'est clair quel exercice on enchaîne et comment on fait l'exercice, ben là, c'est plus facile. C'est pour ça que les exercices très difficiles techniquement, que ce soit l'haltérophilie, tout ça, je le fais toujours en petit groupe. Parce que je peux pas le faire en grand groupe. Parce que quand je vais mettre, par exemple, de l'épaulé jeté, à part si, par exemple, tu vois, par exemple, en Chine, ils sont tous très, très forts en haltérophilie, bah, je pouvais mettre dans mes ateliers, je pouvais mettre un arraché, un épaulé jeté. Techniquement, j'avais pas besoin de revenir, je sais qu'ils le maîtrisent, en fait. Mais si c'est un exercice nouveau qu'on maîtrise pas, bah, le garder, cet exercice nouveau, en individuel ou en petit groupe. Et après, en grand groupe, organisation, organisation, organisation. C'est ça le maître mot. Et que tout le monde sait combien de reps, quel temps et quel atelier il vient. Si on arrive à faire ça, c'est nickel. Et comme ça, on n'a pas de souci. Ok, très, très intéressant. Je te rejoins là-dessus. Parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui déconne et puis ça peut très facilement ça peut partir en cacahuète avec les joueurs et Et ça en fait, fout s'il y a une mauvaise organisation, après, c'est toi qui es stressé. Tu vois, et c'est là où dès qu'il y a par exemple un souci, il faut pas avoir honte. Moi, des fois, j'ai eu des joueurs super forts, américains, n'importe quoi. Je fais stop, ok, on freeze, on se remet à chaque atelier. Toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là. On reprend, c'est pas grave. Tu blâmes personne, t'as pas à blâmer personne. Et si tu vois par exemple qu'ils s'entraînent pas, bah là après, tu peux toujours mettre une petite sanction. Allez, tous ensemble, allez, on enchaîne. On va se faire un Tabata. Des fois, ça m'est arrivé. Allez, on fait un Tabata 20-10, burpees, jumping jack. Ils sont tous dégoûtés. Voilà, pas grave. Ça va nous mettre un petit coup. Mais il faut jamais montrer la sanction. Moi, je suis pas quelqu'un qui met la sanction, mais dire, bah tiens, ça peut nous mettre un coup de boost. Tiens, alors qu'ils savent très bien que c'est une sanction. Hein.
Mais tu vois, dans la démarche, après, tu vois, j'ai un background où j'étais animateur au Club Med. Et quand j'étais étudiant, ben forcément, ça t'aide. Tu arrives à avoir beaucoup de monde, et ben d'arriver à animer correctement, faire aller toujours très positif, toujours très très positif et mettre beaucoup d'énergie. Si tu mets beaucoup d'énergie, t'es nickel en fait. Et c'est ça en fait qui marche dans un groupe. Moi j'aime bien. En fait. C'est ça en fait. Ok, ok. C'est intéressant. J'aime bien le truc de bon les gars, on va se rebooster et finalement tu fais passer la sanction un petit peu facile. Voilà. C'est pas mal. C'est pas Ouais, mal. moi c'est le genre de truc que j'aime bien, ou dire tiens, et là on va faire un squat contrôle. Donc down, up, middle, down, up, super, bam, tipping, hop, on repart. Tu vois, même si ça dure pas longtemps, c'est comme un huddle, tu vois, quand tu regroupes les gens sur une même qualité. Ou dire, ah, stop, c'est gainage, hop, et on est en gainage. Tu vois, et en fait, j'arrive à passer, comme ça, moi, ça me permet de, tu vois, redescendre le truc, me dire, putain, ça fonctionnait pas, on va peut-être changer sur le deuxième tour, etc. Et au final, ça se passe bien dans l'organisation. C'est histoire de remettre les compteurs à zéro quand tu vois que c'est un petit peu le bordel et après tout le monde revient C'est sur ça. son truc. Il y Ok. en a Ça, qui c'est vont pas dire ouais, on laisse le bordel, on laisse le bordel. Au bout d'un moment, non, c'est pas possible. Vu qu'en plus on n'a pas beaucoup de temps, tu vois, en prépa, il faut que ça mal. soit efficace. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Ouais, Vis-à-vis c'est comme ça. vis-à-vis de tout ce que tu viens de dire là, comment tu définirais un bon entraîneur, un bon coach, un bon préparateur physique? Quelqu'un qui s'adapte et surtout quelqu'un qui partage. Pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui partage. J'ai vu des entraîneurs, dans tous les cas, les meilleurs entraîneurs et ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont les plus disciplinés. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement fou, mais les gens qui sont bien organisés, qui partagent, et qui font confiance parce il faut être capable de faire confiance. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, moi, je suis pas pareil qu'un autre préparateur physique. Ben, c'est pas parce que l'autre préparateur physique, si tu commences à critiquer, en fait, sans regarder les autres, ben, ça marche pas. Et en fait, plus tu as un grand staff, plus tu vas devoir travailler avec plein de personnes différentes. Les seules choses qu'il faut être communes, c'est la rigueur. Ça, tu vois, ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut pas arriver à l'heure, euh, être capable d'être dans le même discours et aussi ne pas montrer parce que les joueurs, c'est comme des enfants. Hein. Les joueurs professionnels, peu importe, ils voient les tensions. Ils voient s'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est réduire au maximum ça. Et après, c'est la gestion de ta pression. Tu vois, il y a des entraîneurs, la plupart des entraîneurs sont tous stressés. Mais c'est ceux qui gèrent le mieux la pression qui réussissent. Et ils doivent être un exemple. Là, on regarde Luis Enrique, ce qu'il a fait au PSG. Hein, quand il est avec ses joueurs, que ça soit Zidane quand il était avec ses joueurs, que ça soit Thiago Splitter l'année dernière. Bah, tu vois, c'est pas Thiago Massidalo. Par exemple, Thiago Massidalo et Thiago Splitter sont totalement différents. Mais dans tous les cas, c'est des entraîneurs qui ont une forte personnalité, qui ont beaucoup de rigueur, beaucoup de travail et qui ont une forte discipline. Et après, bah, c'est ça le plus important. Ok. Je te rejoins à 100% là-dessus. Dernière question, on arrive sur la fin du podcast. Si tu veux faire passer un message, donner des conseils pour des jeunes préparateurs physiques, par exemple, ou même des préparateurs physiques plus expérimentés, je te laisse la parole là-dessus. Moi, je pense que il y a le meilleur conseil, c'est d'être ouvert au discours et on va dire aux expériences des autres dans le staff. Ça, c'est important. Arriver à être, comment dire, curieux. Voilà, la curiosité de différents sports, de comment ça se passe dans différents sports, d'être capable d'être ouvert aux différentes techniques. C'est-à-dire, bah, moi, j'avais mis en place il y a quelques années le yoga au Paris Basket. Alors, tu vois, des grands joueurs de 2 mètres qui font du yoga ou du pilate, bah, ça leur fait bizarre. Les amener à la boxe ou les amener. Par exemple, là, tu vois, par exemple, on va commenter avec le centre de formation. On va avoir une journée où on va faire du football américain. Tu vois, donc, en fait, c'est juste d'être capable d'être pluridisciplinaire, de prendre le meilleur de chacun, d'être à l'écoute
Et sincèrement, c'est ça le meilleur conseil, c'est être à l'écoute, ne pas. On est des outils de performance. On est au service de joueurs professionnels. Le problème, c'est que souvent, on essaye de mettre chacun son rôle en avant au sein d'une équipe, et c'est normal parce que ça fait plaisir. Mais honnêtement, les stars, c'est les joueurs. Nous, on est là pour faire briller les joueurs, et il n'y a pas d'ego ou de guerre d'ego à avoir entre le kiné, le directeur de la performance, le préparateur physique ou un staff sportif. Tout le monde est important. Tout le monde est important pour arriver à la performance. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est l'harmonie, la gestion de ton ego et d'être au service de la performance. Voilà. Ok, bah écoute, ça conclut le podcast sur des mots très positifs. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai beaucoup apprécié notre échange. J'espère que ça servira aux auditeurs qui pourront piocher les quelques informations qui leur seront utiles. Donc voilà, je te remercie, Pierre-Alexandre. Merci beaucoup, c'était super. Et puis, bonne saison à toi. Et puis, encore quelques jours, nous, de vacances, et on reprend, tu vois, le 11 août. Donc voilà, pour le basket. Allez, Ça marche. merci beaucoup. Allez, bonne saison à tous. Au revoir. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.